Hello, moi c'est Marie. Et il y a un an, je suis partie vivre au Cambodge. J'ai lancé le podcast Pour ton sourire comme un journal de bord pour moi et mes proches. Aujourd'hui, je prolonge mon séjour au pays des sourires et je continue de te partager mon quotidien, mes tips et mes rencontres ici. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Pour ton sourire. Je suis ravie de te retrouver dans le cadre de la 3e édition du Podcaston. Et en quelques mots, le Podcaston, c'est un marathon du podcast pour la bonne cause. Je t'en reparle à la fin de cet épisode, mais je tenais à remercier l'équipe du Podcaston pour leur initiative et leur soutien. Bon, sur ce podcast, t'entends beaucoup parler de ma mamie, mon pote Cole, et d'ailleurs, j'espère que t'as eu le temps d'écouter ou de voir le dernier épisode avec elle, dispo sur YouTube ou sur toutes les plateformes de streaming audio. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre mamie, une femme tout aussi remarquable que la mienne, Marie-France Despalières, la cofondatrice de l'association Pour un sourire d'enfant qu'on appelle aussi PSE. Pour te donner le contexte, j'ai quitté ma Bretagne natale en 2023 pour m'engager dans le service communication de l'association PSE, une ONG française basée à Phnom Penh qui agit auprès des enfants et des familles les plus défavorisées du Cambodge. Cette association a été fondée par Christian et Marie-France Despalières, aussi appelés Papy et Mamie, et j'ai eu l'immense plaisir, à l'occasion du podcaston, de pouvoir interviewer Mamie. Aujourd'hui, Mamie a 83 ans, elle a une vie remplie d'aventures et elle vit toujours au Cambodge, au sein même de PSE. Elle est encore impliquée dans le quotidien de l'ONG, apparemment pas de retraite pour les plus braves, et l'association est depuis quelques années dirigée par sa fille adoptive, Lakena, l'une des premières bénéficiaires de PSE, qui a connu Papy et Mamie sur la décharge de Ston Minche. Je te laisse désormais avec l'interview. Allez, c'est parti. Bonjour Mamie. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté d'être derrière mon micro. Donc je vais commencer par, du coup, comme je vous ai dit déjà hors micro, parler de PSE, les coulisses, l'origine de l'association et les coulisses de PSE. On va également ensuite parler un petit peu plus de vous, Marie-France, en tant que femme. Évidemment, il y aura toujours une petite question qui sera liée à PSE. Et à la fin, plutôt vos perspectives d'avenir ou comment vous voyez PSE d'ici les prochaines années. Donc, je vais commencer par la première question. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, rappeler ce qui vous a emmené au pays des sourires, c'est-à-dire le Cambodge, et les origines de votre association Pour un sourire d'enfant? Alors, c'était en 1993. Christian était en pré-retraite. Ah oui, alors, je n'ai pas expliqué que Christian, c'était mon mari, qui est décédé maintenant il y a 8 ans. Et il a été embauché par une amie pour venir travailler dans une association au Cambodge, à Phnom Penh, le CIPAR, qui avait déjà travaillé dans les camps de Thaïlande pour les réfugiés et qui continue à travailler ici, mais qui s'occupe de bibliothèque. Donc voilà, Christian est parti. Il est arrivé ici en novembre 93 et moi, je me suis retrouvée à la maison. On habitait Meudon. Donc, je me suis retrouvée avec une maison qui avait été une maison pleine et tout d'un coup, complètement toute seule parce que j'avais un fils qui était aux États-Unis marié, j'avais une autre fille qui s'est mariée quelques semaines avant, partie en Allemagne, son mari est allemand. Caroline était partie à l'Arche déjà depuis plusieurs années. Eric, Eric. Ah voilà, Eric le dernier, il était étudiant à Dijon. Donc, il ne revenait que le week-end. Voilà, je me retrouvais tout d'un coup, une maison complètement silencieuse, pas drôle du tout, j'ai pas du tout apprécié. Alors, on se téléphonait avec Christian, mais alors il blaguait, il me racontait qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'il avait les affaires bien en main. À l'époque, il y avait encore pas mal de Khmer Rouge qui traînait, et enfin, c'était pas encore très très sûr. Mais moi, j'étais pas rassurée. Et lui, il blaguait en me disant, t'inquiète pas, tout va bien, mais bon. Effectivement, tout est allé bien, mais bon, quand tu es très très loin et que tu sais pas exactement ce qui se passe. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes venu le rejoindre à quelle période, à quel moment? Moi, je suis revenue le rejoindre 1 an après. Bon, j'ai démissionné et puis on est revenus ensemble en octobre 94. Voilà, 1 an plus tard. Donc vous avez fait 1 an à distance, enfin en tout cas, vous étiez toujours en France et lui ici. Et donc vous êtes arrivé en 2016. Vous n'aviez plus de travail une fois que vous êtes arrivé au Cambodge. Ah bah non. Et lui, il a fini son contrat à quel moment? Il avait un contrat de 2 ans. Donc quand je suis arrivée, il avait encore 1 an. Et moi, j'ai travaillé au CIPAR aussi pendant 1 an. Je faisais du secrétariat. Et voilà. Et donc les origines de Pour un sourire d'enfant? Alors, à l'époque, il y avait beaucoup, il y en a encore, mais il y avait énormément d'enfants qui traînaient dans les rues.
visiblement en mauvais état, avec des pansements crasseux, ou enfin bon, c'était assez décourageant. Et ce cas, c'est qu'on avait un boulot et qu'on n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. Mais par contre, quand Christian a terminé ses 2 ans, et moi, mon unique année, on est allé les voir pour leur demander si on pouvait faire quelque chose, sans arrière-pensée, mais voilà. Et à ce moment-là, ils nous ont emmenés sur la décharge. Quand on a vu la décharge, bon, évidemment, pendant l'interview, on n'a pas d'image, mais c'était catastrophique. Des enfants qui étaient maigres, qui mangeaient sur la décharge dans ce qu'ils trouvaient, et qui couraient derrière les camions, qui déversaient les ordures, qui risquaient de passer dessous. Enfin bon, voilà. Pendant presque une année, en fait, on apportait des repas, déjà depuis quelques semaines, 1 ou 2 mois, mais on s'était aperçu qu'il y avait énormément d'enfants, bien plus que ce qu'on imaginait, et qu'on s'en sortirait pas comme ça. Donc on est reparti en France à l'hiver 95-96 pour aller chercher des fonds. Donc on a fait une première petite tournée organisée d'un jour à l'autre. On demandait des amis, on avait des diapos. On est des amis de nous réunir quelques amis, et puis voilà, on est revenu avec un petit peu de co-démarré. Et à ce moment-là, on est allé retrouver les enfants sur la décharge et on leur a demandé ce dont ils avaient besoin. Mère? Non, mais je pense qu'on avait avec nous Monsieur Pokchan, qu'on avait rencontré dans les débuts, qui nous aidait à traduire. Ils nous ont demandé un repas par jour et aller à l'école comme les autres. Donc voilà, c'était tracé et ça n'a pas changé depuis le début en fait, même si ça s'est un peu multiplié. Moi, j'avais une petite question, parce que l'image et le porte-parole de PSE, ça a longtemps été donc Christian Despalières. Et je voulais du coup savoir à quel point la création de PSE était son initiative, la vôtre ou celle de tous les deux. Écoute, je crois que j'ai passé ma vie à mettre en place qu'il avait ses rêves pour une chose, pour la chorale familiale, pour les voyages qu'on a fait avec les enfants. Il rêvait tout le temps. Moi, ça m'intéressait, ça me passionnait même. Et puis, voilà, je mettais en place, je fonçais là-dedans. Et puis... Vous étiez le coup de pouce dont il avait besoin, en fait. On était très, très complémentaires. C'était une grande chance. On n'aurait jamais fait tout ça sinon. Donc, c'est un projet à 2, finalement. Absolument. Ok, très bien. Une autre petite question. Avez-vous, comme d'autres fondateurs d'ONG, été confrontés à des demandes d'argent de la part des autorités locales? Alors, on s'était dit dès le départ qu'on ne voulait pas. Et on a fait très attention. Avant de démarrer, on avait préparé un projet. Au départ, on voulait s'occuper des enfants des rues, des enfants qu'on voyait dans les rues. On n'avait pas encore découvert ceux de la décharge. Et on avait fait un projet pour scolariser les enfants des rues. Et le projet a été admis comme ça. On ne nous a jamais rien demandé. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait si on avait demandé... on a fait très attention de respecter le pays, de respecter les coutumes et les traditions. Voilà, d'essayer de faire ce qu'on avait à faire tranquillement, sans faire beaucoup de vagues. Et tout s'est très bien passé. Et on a actuellement, aujourd'hui, une très très bonne relation avec tous les ministères. Il y en a plusieurs qui sont en cause. Le ministère de la Santé, parce qu'on a l'infirmerie. Le ministère de l'Éducation, bien sûr. De la formation... De la... Formation professionnelle. Formation. Oui, parce qu'on a créé des formations professionnelles au bout de quelques années. Parce qu'on s'est retrouvé avec des enfants qui avaient le brevet. On pensait qu'ils s'en sortiraient, mais non. Ils ne trouvaient pas de travail. Et il y avait très peu de formations à l'époque. Il y avait quasiment pas. Donc on a commencé à les créer une par une. On a commencé par l'hôtellerie. On a actuellement, je sais pas, une 18-20 formations, quelque chose comme ça. On a 18 ou 19. Oui. Elles ont toutes été reconnues depuis 2011 déjà, officiellement, par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle. Donc en fait, on nous a jamais rien demandé. On a fait en sorte de se tenir tranquille, de pas faire des trucs invraisemblables, et tout s'est très bien passé. Et personne ou aucune institution ne vous a mis des bâtons dans les roues justement au début de PSE? Non, on a fait en sorte de respecter le pays quand même, de ne pas faire n'importe quoi. On n'a pas créé une école française, et non, tout s'est très bien passé. Bon, une chance. En tout cas, c'est bien, vous avez fait correctement les choses pour pas être embêté. Je sais qu'il y a une rencontre qui a pu marquer, qui est un marqueur de l'histoire de PSE, mais surtout de votre histoire de famille, qui est la rencontre avec l'Akena. Est-ce que vous pouvez me partager votre premier souvenir ou le moment de cette rencontre avec l'Akena? Alors, l'Akena était sur la décharge. Elle a commencé à suivre Christian partout. On était partis en tournée. Elle avait été malade. Quand on est rentré, elle nous a raconté tout ça. Elle était furieuse qu'on ne nous ait pas prévenus. Et du coup, elle a eu de cesse d'apprendre le français.
Et elle a appris toute seule. Elle n'a pas pris de cours à l'époque. Elle était en niveau 1, c'est-à-dire CP, C1. Et elle a appris le français en nous écoutant. En comparant les mots d'une phrase dans l'autre, c'est quelque chose elle a fait un travail, mais incroyable. On s'est même demandé si elle n'allait pas disjoncter. En fait, tellement elle travaillait. Elle a été très vite, du coup, elle a appris. Elle avait un accent qu'elle a malheureusement perdu, c'était adorable. Mais bon, maintenant, elle parle français normalement. Mais elle avait un super accent. Et elle suivait Christian partout. Elle a très vite aidé sur la décharge à traduire les propos des familles, des enfants, etc. Puis, un jour, elle nous a demandé d'être ses parents. Ça a duré combien de temps, à peu près, ce temps-là, entre la première rencontre et le moment où elle vous a demandé? Ça peut être très, très long. Je dirais peut-être 1 année, 2 années. Maximum. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a souvent on me pose la question, mais pourquoi elle et pas les autres? Mais je dis parce qu'elle nous l'a demandé. En fait, c'est la seule qui nous l'a demandé et puis voilà, on l'a adoptée au Cambodge. Et justement, le fait qu'elle vous demande, qu'elle soit en tout cas la première à vous avoir demandé, ça n'a pas incité d'autres enfants à faire de même juste après? Non, je sais pas, c'est resté entre nous. Je sais pas qui l'a su à l'époque, j'en sais rien. Mais elle aidait beaucoup Christian et quand il faisait des sorties pour même le soir, souvent elle l'accompagnait pour traduire. Quand il y avait des pères qui se déchaînaient, qui tapaient sur leurs femmes, sur les enfants, etc. Et que on nous appelait, Christian sortait. Très souvent, le Canada l'accompagnait. Je crois savoir qu'après le protectorat français au Cambodge, justement, l'adoption des Cambodgiens était plus compliquée par des Français ou par d'autres nationalités. Est-ce que vous avez été confronté à ces difficultés? On l'a adopté donc assez vite, mais effectivement, il y a eu des trafics qui sont mis en place. C'est pour ça que l'adoption je ne sais pas si ça a repris, mais l'adoption a été fermée pour les enfants cambodgiens. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Au moment où vous avez adopté la Kena, c'était ouvert. Pas de difficulté. Il y avait eu un problème à ce moment-là. Ok. La première partie sur PSE est terminée. On va maintenant passer au moment de ma vie, mon œuvre et parler un petit peu plus de vous, Marie-France, en tant que femme. Bon, vous verrez, on va vite faire le parallèle avec PSE, on va vite y retourner. Mais tout d'abord, j'aurais voulu savoir si vous aviez eu des difficultés à vous adapter au pays ou à la culture cambodgienne. Non, pas vraiment, parce que les Cambodgiens sont quand même des gens qui sont très bienveillants. Je me demande même, de temps en temps, je me dis, mais comment ça a pu arriver, tous ces massacres avec Khmer Rouge? Je pense qu'ils étaient complètement endoctrinés et rendus fous quelque part. Parce que je viens de lire encore récemment des livres sur cette période. C'est effrayant ce qui s'est passé. C'est même inimaginable quand on connaît les Cambodgiens et leur sourire, leur bienveillance, leur accueil. C'est assez inimaginable. Ouais. Et qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette culture? Ce qui me touche le plus, c'est cette gentillesse. Et cette gentillesse, ce sourire. On parle du sourire khmer, mais c'est vrai. C'est un pays vraiment très, très, très agréable à vivre, à part la chaleur de temps en temps. Mais bon, c'est notre problème. Oui, j'ai un certain point. Moi, à partir de 30 degrés, je commence à avoir du mal. Mais on a quelquefois beaucoup plus. C'est vrai. Alors, est-ce que vous parlez le cambodgien? Oh, j'ai honte. Depuis le temps que je suis là, j'ai honte. Je parle très mal. En fait, je parle la langue de tous les jours que j'ai apprise au début. Et maintenant, mon cerveau, il a plus de mal à enregistrer. Donc, j'ai du mal à retenir ce que j'apprends maintenant. Et puis, la dernière fois que je suis rentrée, là, au mois d'août dernier, je me suis dit, je vais m'y remettre, mais j'ai du mal. J'ai fait un petit essai une fois quand même l'année dernière pour la rentrée de la formation professionnelle. J'ai dit à la Kena, je vais parler en khmer. Alors, j'ai écrit en phonétique ce que je voulais dire. J'ai soumis à la Kena qui m'a pas corrigé beaucoup de choses. J'étais assez fière de moi. Et puis, je l'ai lu. Parce que je sais pas. Je l'ai lu et tout le monde a compris. Donc, j'étais assez contente. J'essaie de temps en temps de dire quelques mots en khmer quand il y a des réunions comme ça parce que c'est sympa, mais... Puis alors maintenant, j'ai de plus en plus de mal à retenir les choses. Ah oui, voilà. C'est autre chose. C'est un autre problème, en effet. Mais c'est bien, hein, du coup, vous pouvez quand même avoir des interactions, on va dire, de tous les jours, pouvoir acheter vos fruits au marché. Ah oui, ça aucun problème. Et dans les tuk-tuk, même, quand je parle, je dis 2-3 choses en khmer, ils me disent, vous êtes là depuis combien de temps? J'ose à peine leur dire. Parce que je parle pas vraiment couramment. Hein. Mais maintenant, il y a des applications pour les tuk-tuk, mais avant, il n'y en avait pas. Donc, il fallait expliquer aux chauffeurs où on allait. Puis, je suis toujours débrouillée. Bon, voilà. C'est le principal. Pouvoir commander un tuk-tuk et lui dire où on va, finalement. La question suivante, c'est... Vous avez dit qu'on allait retourner sur PSE. Hein. Vous avez accompli
quand même énormément de choses, vous et toutes les personnes au sein de PSE. Mais vous, à un niveau personnel, quels sacrifices vous avez dû faire pour mener à bien cette aventure? Enfin, s'il y en a eu. Écoute, non, moi depuis qu'on a démarré, je voyais pas d'autre solution que de continuer, de rester ici. Et même maintenant, il y a des gens en France qui espèrent que je vais rentrer, etc. Mais je me vois pas abandonner ce qu'on a démarré comme ça, tous les deux. C'est très beau. Et je me sens bien ici, je me sens chez moi. Hein. Au Cambodge. Même, oui. même en fait au centre de PSE. Parce que c'est ma question suivante, donc ça tombe bien. En vivant sur place, parce que du coup Marie-France et Papy ont toujours vécu sur place au sein du centre de PSE. Comment trouvez-vous l'équilibre entre vie perso et votre engagement pour PSE? C'est très très mêlé. Hein. J'allais dire que ma vie, Christian aussi, sa vie c'était PSE. Et il n'a pas fait la tournée de 2015 parce qu'il était déjà fatigué. Et il m'a dit, en fait, je pourrais la faire. Mais ce qu'il ne voulait pas, absolument pas, c'est se retrouver dans un hôpital en France et qu'on ne le lâche plus. Il voulait rester ici. Il est mort ici. Dans la chambre, la pièce à côté. Là. Ouais, donc il y a une vraie attache. Enfin, c'est chez vous, comme vous l'avez dit, quoi. Ici, ah oui, chez vous. Ah oui, je me sens vraiment chez moi. En 2026, ça fera 30 ans. PSE aura 30 ans. Est-ce que vous avez toujours été motivé ou vous avez eu des moments, peut-être vous aviez envie de baisser les bras? Enfin, quand je dis vous, c'est vous et Christian, ou les deux en même temps, ou parfois indépendamment? Est-ce qu'il y a eu des moments Il y a eu des problèmes, c'est sûr. Moi, j'ai une mauvaise mémoire, je m'en souviens même pas. Si, certaines choses, mais on n'a jamais eu un soupçon d'envie de repartir, de laisser tomber. Jamais. Une fois qu'on avait démarré avec les enfants, c'était... Bon, voilà, c'est trop tard, il fallait pas commencer. C'était lancé, l'aventure était lancée. Oui, mais puis c'est inimaginable de laisser tomber. Et là encore, quand des gens me disent « mais tu vas pas revenir en France », ben non, je m'imagine pas laisser tomber ce qu'on a démarré, quoi. Même si maintenant, la mamie est moins efficace et moins... Mais voilà, je suis là. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, mais on parlait de ça, et elle me dit « mais vous pouvez pas partir, vous êtes l'âme de PSE ». C'est vrai. Elle me dit ça la semaine dernière. Ça vous a touché quand on vous a dit ça? Oui, et puis oui, elle m'a dit et puis si vous partez, je viendrai vous rechercher. Non, puis donc la Kenna, enfin on compte l'une sur l'autre en fait. Moi je prends de l'âge, donc je compte sur elle et je crois que... On compte aussi sur elle. Ouais, c'est normal. Et j'ai employé le mot aventure PSE depuis le début de notre entretien. Et je voulais savoir si justement, quels sont les enseignements que vous tirez de cette aventure un petit peu folle qui démarre sur une conversation avec 2-3 enfants dans la rue ou sur la décharge. Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre sur vous en tant qu'individu? Je me suis pas trop posé la question. Je vous la pose. Comme je te disais, je n'imagine pas laisser tomber. Quand tu as pris en charge des enfants, il y en a un paquet maintenant quand même. C'est impensable de dire ça y est, on met la clé sous la porte et on s'en va. C'est tout simplement pas possible. Vous connaissiez cette détermination avant de lancer PSE? Je sais pas, PSE, c'est pas tombé comme ça, c'est pas démarré comme ça de rien. On a vécu quand même une vie pas complètement ordinaire. On a chanté en famille, on a fait une fois 1 an et demi, une fois 1 an en camping-car avec nos 4 enfants. On est parti. Alors, Christian travaillait à IBM, il a été embauché, on lui a proposé un poste au Maroc. Et je pense que ça a déclenché beaucoup de choses, ça aussi. Parce que on s'est régalé, les enfants avaient l'air d'apprécier aussi, et l'idée d'un voyage est venue, je sais plus trop, suite à un film en fait. Ok. Suite à un film. D'ailleurs, la chorale, c'est pareil. La chorale, on allait voir à une époque, presque tous les samedis, la Mélodie du Bonheur. Ah. Et les enfants, à chaque fois qu'on proposait aux enfants d'aller au cinéma, vous voulez voir quoi? La Mélodie du Bonheur. Et bon, et puis un jour, en sortant de là, Christian a dit, ce serait bien qu'on puisse chanter comme eux. Et puis voilà, on a démarré. Oh, c'est chouette. Et puis après, on avait vu un film sur une famille qui avait voyagé. Et là, pareil, il a dit, oh là là, si on partait chanter autour du monde, et ben voilà. C'est bien parce que vous avez été influencé par des films tout au long de votre vie. Et moi, c'est les pépites qui m'a donné envie de venir ici. Bon, comme quoi, vous faites l'effet inverse aussi. Donc, on dira,
que vous avez appris sur vous-même, c'est ça, c'est cette force, cette détermination qui vous lâche plus depuis que vous avez commencé PSE. Ouais. Et dans la vidéo qu'on montre aux visiteurs ou de présentation de PSE, il y a un moment où vous dites que vous aviez commencé ensemble avec Papy et que vous voyez pas arrêter. Mais je voulais savoir comment son départ avait affecté, parce que, comme je disais, il a souvent été le porte-parole de PSE et du jour au lendemain, il décède et c'est à vous, entre guillemets, c'est vous l'âme de PSE. Oui, alors ça n'a pas été simple parce que moi, j'avais horreur de parler en public. Il y a des gens qui me disaient, mais on t'entend pas. Je dis, Christian parle très très bien, il fait ça très bien. Il est pas... Bon, voilà. Puis le jour où je me suis retrouvée toute seule, ça n'a pas été simple. J'ai même eu un problème de santé. J'ai même fait une espèce de, qu'on appelle un ictus amnésique. J'ai perdu la mémoire. Et le médecin que j'ai vu le soir, parce que on les a mis en question, on était à table et j'ai commencé à raconter n'importe quoi. Donc je me souviens pas. Ils ont appelé les pompiers, qui leur a dit de passer un médecin. Le médecin m'a dit, voilà, ça s'appelle un ictus amnésique. Ça peut se reproduire ou ne jamais se reproduire. On sait pas. Je dis, mais d'où ça vient? J'avais récupéré mes esprits là depuis un bout de temps, depuis le début de l'après-midi. Et puis, il me dit, bon, on sait pas très bien d'où ça vient. Ça peut être le stress. Alors j'ai dit, le stress, alors je vais vous dire. Parce que là, je suis en plein dedans. Et c'est la première fois que je fais une tournée toute seule et que je m'affronte tous les problèmes techniques possibles, imaginables, qui sont jamais les mêmes d'une soirée à l'autre. Et je suis obligée de, voilà, je parle alors qu'avant c'était mon mari qui parlait. Il me dit, je cherchais pas plus loin. La raison était toute trouvée. Et vous pensez qu'il serait fier de voir ce que ça devient? Enfin, ou ce que c'est devenu en 8 ans, ou ce qui a changé depuis? J'espère. Il me l'a pas dit comme ça, mais je pense que, avec la Kena, on continue un peu dans la même direction. Vous êtes une femme de confession catholique, du coup. Je voulais savoir quelle place a la religion dans votre vie et comment vous pensez que celle-ci vous a accompagné et continue de le faire? Ça prend une grande place dans ma vie depuis 81. Il y a une date précise? Alors la date, je la connais pas, c'était le vendredi saint. D'accord. Et pourquoi, du coup, à ce moment-là, ça... J'ai eu une espèce Non, j'ai eu, pas une espèce, une rencontre qui a... changé ma vie. Oui, non, mais effectivement, ça a changé ma vie. C'est plus une religion, d'habitude, c'est quelque chose de beaucoup plus profond maintenant. D'accord. Je vis avec le Christ, en fait. Je suis beaucoup plus christique mais j'allais dire de plus en plus même. Avec les années, ça s'intensifie. Ça n'a pas diminué en tout cas. Ok. Et justement, ça rejoint un peu la seconde question qui était avez-vous déjà douté de votre foi? Plus maintenant. Avant, c'était un peu des habitudes. Maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus vécu. D'accord. Et vous arrivez justement à pratiquer votre religion dans un pays où la religion principale, c'est le bouddhisme, et que j'ai regardé les statistiques, c'est moins de 1% des gens sont catholiques. Écoute, j'ai la chance d'être sur une paroisse, alors c'est pas tout près, il faut, on est vent tuk-tuk, il faut un quart d'heure, donc c'est pas très très loin non plus. Vous savez parler khmer pour les tuk-tuk, donc c'est bon du coup. Ouais. C'est une paroisse qui a démarré en même temps que nous, en fait. Elle n'existait pas. En fait, il y a des religieuses qui habitent en face, des religieuses de la Providence qui habitent en face, cambodgiennes et beaucoup de Vietnamiennes, et qui font vivre la paroisse et qui ont une très belle chorale et une paroisse qui est très sympa, très ouverte. Et c'est là qu'on a célébré nos 50 ans de mariage. C'est là que Christian a sa place dans le stupa à l'église. Ouais, c'est joli. C'est un bel hommage, en tout cas. Ouais. Retourne sur vous, à nouveau. Si dans votre vie, vous avez fait des choix que vous regrettez? Non, pas vraiment. Non, je crois pas. Non, j'ai réfléchi, mais pas des choses importantes en tout cas. Bon, c'est le principal. Eh bien, on va conclure sur 2 petites questions qui concernent plutôt l'avenir de PSE. En un mot, pouvez-vous me donner votre vision de l'avenir de PSE? En un mot, attention. En un mot? Ouais. C'est difficile. Ah oui, je sais. En gros, je souhaite que PSE continue jusqu'à ce que le pays puisse prendre en charge tous ces enfants qui n'auraient jamais été scolarisés autrement. Vous pensez que ça sera possible un jour? Pourquoi pas? Et du coup, alors, une question un petit peu plus concrète. Comment voyez-vous PSE dans 20 ans? Tout dépend de ce que sera le Cambodge dans 20 ans. Parce que, en fait, on scolarise des enfants très pauvres qui n'auraient jamais eu la chance d'aller à l'école. Si un jour
le pays se développe de telle façon que tout le monde peut aller à l'école, peut-être que PSE n'aura... Ou alors, PSE sera peut-être nécessaire pour des cas particuliers, pour les enfants qui ont des problèmes, mais qui rentrent pas dans la vie scolaire normale, quoi. Donc finalement, si un jour PSE s'arrête, c'est peut-être une bonne chose dans le sens où ça veut dire que quelqu'un pourra prendre en charge ces enfants-là. Ça ne s'arrêterait pas avant qu'ils soient pris en charge. Ouais, j'espère aussi. Bon, alors la petite dernière question, la question bonus. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer une chose dans le monde immédiatement, qu'est-ce que ce serait? On peut supprimer les guerres. D'accord. Ça s'en est les guerres. C'est tellement absurde. Tout le monde croirait avoir raison. Et puis, mais toutes les guerres, mais il y en a partout. Il y en a encore en ce moment. Tout à fait. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Mamie, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi pour ton écoute et j'espère que ce témoignage t'aura plu. Depuis que je suis à PSE, j'ai eu la chance de passer des moments précieux avec mamie, écouter ses histoires, partager des petits déjeuners ou des dîners. C'est vraiment une femme remarquable et bienveillante qui a tout de suite accepté mon invitation à l'interview. En travaillant pour PSE depuis plus d'1 an, c'est tout naturellement que j'ai voulu mettre à l'honneur cette association dont je fais partie dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est une initiative qui a pour objectif de donner un coup de projecteur aux associations caritatives qui en ont grandement besoin. N'hésite pas à liker, commenter et partager cet épisode. Et si tu souhaites découvrir d'autres belles histoires, je t'invite à aller voir leur page Instagram, la page du Podcaston. À bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!